Je vais vous parler de quelque chose, c'est plutôt l'anatomiste qui va vous en parler. Et ces très belles images qui sont issues d'une émission qui était parue sur Arte, pour savoir comment est connecté donc l'intestin avec le cerveau. Alors c'est très, comment disent les jeunes de maintenant, tendance, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont parus, qui sont des livres de vulgarisation, qui sont intéressants d'ailleurs, parce qu'on y retrouve de nos propres troubles digestifs, quand le cerveau a quelques difficultés à travers le stress, par exemple. Et donc, je vous engage d'ailleurs en lire au moins un ou en parcourir, parce que si on veut savoir les relations qu'il y a entre l'intestin, globalement, et les glandes annexes, et le système nerveux central, dont le soma est représenté par le cerveau, surtout par le cortex, qui lui est conscient et volitionnel, à l'inverse du système qu'on va voir, nerveux végétatif autonome, prétendu autonome, et le système entérique. Donc il faut remonter très loin, et il m'est venu d'abord une idée, c'est de vous la connaissez toutes celle-là, un petit poisson, un petit oiseau, c'est bien d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? C'est une chanson de Rivière qui avait été popularisée par Juliette Gréco. Alors j'en ai plutôt, moi, une autre petite chanson, qui est la chanson de la vie. C'est une petite archée, une bactérie s'aimée d'amour tendre, mais comment s'y prendre pour créer la vie? Mais alors, d'abord, qu'est-ce qu'une archée? Une archée, c'est un être vivant, monocellulaire, prokaryote. Prokaryote, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de noyau. Ils ont un ADN, il n'y a pas de noyau, comme dans une cellule, pas forcément humaine. Elles étaient considérées comme des archées, ça vient de archéobactéries, des bactéries dites extrémophiles, c'est-à-dire qui vivent dans des milieux extrêmes, de température, de salinité, de pression, de lumière. Et en fait, elles ont été découvertes dans des lacs rouges d'Amérique du Sud, et on va en retrouver partout. Après, on en trouvera partout des archées, même dans le nombril humain. Ce qui peut faire poser des questions d'ailleurs, que cette quand même réflexion très archaïque de se centrer sur son nombril. Donc voilà ce que c'est qu'une archée. Et puis il y a des bactéries aussi, voilà, de très belles Escherichia coli. Et donc ces deux types vivent en symbiose. Vous allez voir depuis très longtemps, très très longtemps. Et qu'à la faveur peut-être de périodes enamourées, la symbiose se transforme en endosymbiose, c'est-à-dire qu'elles vont s'imbriquer, je n'irai pas au-delà, donc dans un phénomène biologique qu'on connaît sous le nom d'endosymbiose. Et c'est le mélange du système génétique de ces deux créatures qui va donner la vie. Là, vous avez en haut, à gauche, une bactérie ou une archée. Elles sont assez communes, hein, c'est surtout dans la paroi, la nature biochimique de la paroi qui est différente. Et c'est toujours est-il, c'est que l'association des deux va donner naissance à la première cellule eucaryote, dont d'ailleurs vous avez étudié la première cellule qu'on va voir, qu'on étudie en seconde, c'est la paramécie. C'est l'être unicellulaire avec un noyau, premier être unicellulaire, l'autre, la mine, etc. Mais la vie va naître de cette rencontre du troisième type qui existe entre les archées, les bactéries et les eucaryotes. Et nous, le genre humain, va bien sûr venir des eucaryotes. Alors, ça commence il y a 3,5 milliards d'années. Quand on dit, tiens, on a trouvé un crâne qui a 100 000 ans de plus, vous voyez ce que ça donne par rapport à l'origine de la vie, c'est-à-dire de ce mélange, entre guillemets, des archées et des bactéries, pour donner la première cellule eucaryote. La Terre, elle est née, elle, 1 milliard d'années avant. Et c'est à partir de ces eucaryotes, eh bien, que vous allez bien avoir bien le monde végétal, ici, le monde animal, l'éponge, qui est
un peu au mélange des deux. J'en cherche particuliers, je ne les trouve pas, ils sont à peu près par là. Les arthropodes, décapodes, qu'on appelle les écrevisses, si chers aux Lyonnais et aux Parisiens, mais ont trouvé le macadam pour aller les chercher en Dordogne. Donc voilà. Et nous, on va être ici, dans les primates, 50 millions d'années. C'est-à-dire que c'est rien par rapport à la naissance donc, de ces eucaryotes. Alors, oui, ça va voir. Voilà, une paramécie. Parce que le problème est de savoir quelle est la structure, puisque je reviens au rapport de l'intestin, du système digestif, avec le système nerveux central, mais qui a commencé? Qui apparaît le premier? Parce que vous avez entendu parler de notre deuxième cerveau. C'est peut-être bien le premier cerveau, c'est le système digestif, et c'est là qu'on voit la supériorité du gastroentérologue d'entrée sur le chirurgien. Ceci étant, vous allez voir qu'il a quand même quelques mouvements assez primitifs. Je présente donc une paramécie en plein travail. Vous voyez qu'elle va entourer ce nutriment de pseudopodes et qui va l'enfermer. Voilà le premier intestin créé, en quelque sorte, dans un être monocellulaire, unicellulaire. Mais lui, la paramécie, elle, va le créer son intestin à chaque fois. Et puis il va disparaître, puis il reviendra. En théorie, là, il n'y a pas de système. On peut se poser la question que la membrane ciliée, puisqu'il existe des cils, n'est pas déjà les prémices du système nerveux central. Alors je vais faire, je ne m'ai donné que 20 minutes, donc pour faire 3,5 milliards d'années, je pense que je vais faire des grands bonds. Alors, un bond de l'être monocellulaire qui est la paramécie à l'être pluricellulaire, qui est un cénantéré, c'est une anémone de mer, où le système nerveux n'existe que par ces filets périphériques qui vont s'organiser chez les vers primitifs, chez les annelités, le lombric ou la cercule, avec deux chaînes ganglionnaires nerveuses, bien entendu, comme s'il y avait aussi deux encéphales, on n'appelle pas ça d'encéphale à l'époque, mais toujours qui vont se réunir pour en faire qu'un, et se pencher en quelque sorte chez l'annélidée supérieure, la néréis, en une seule chaîne. Quelque chose de très, très étrange, et là on passe chez les cordées, donc on est au-delà dans l'évolution, qui ont une corde dorsale, celle qui va donner naissance et va générer la formation du système nerveux central et du rachis, donc chez les vertébrés. Et donc là, chez cette hémicordée, c'est étonnant que le système nerveux central, on peut qualifier le système nerveux central, est en avant du tube digestif et non pas en arrière. Et ça, on va le retrouver dès l'amphioxus et puis le poisson. C'est parti pour l'évolution des vertébrés. Alors je vais faire un grand saut. C'est le saut qui va nous amener de l'Australopithèque à l'Homo sapiens. Vous voyez, on est passé du poisson à l'Australopithèque. L'Australopithèque, en grec c'est le singe du sud. C'est le maillon probablement qui va faire passer du monde des singes aux Homo. Le premier étant l'Homo habilis, mais celui qui nous intéresse, c'est celui qui est au milieu, l'Homo erectus, qui ne veut pas dire l'homme en érection, mais l'homme debout. Il est debout avec, d'une part, vous le voyez sur cette image, il tient le feu, et ça va être dans l'évolution du système digestif, du système nerveux central, un moment charnière dans l'évolution. Et puis, dans sa main gauche, ils auraient dû lui représenter, non pas un caillou, une pierre ici, ou un silex multiface, c'est-à-dire cassé sur plusieurs faces, mais celui-là, l'Homo erectus, est un de ses frères, beaux-frères, qui va être l'Homo ergaster, c'est-à-dire l'homme artisan. Eh bien, ils auraient dû représenter une pierre, un silex monoface, c'est-à-dire une pierre coupée, une seule, enfin sur une seule brisure, et qui donne comme une lame. Et c'est ça qui va faire passer l'évolution du système nerveux central, car la découverte du feu, alors d'abord le silex, c'est-à-dire que l'Homo habilis et l'Australopithèque et avant sont charognards, c'est-à-dire qu'ils n'ont, c'est la bipédie qui leur a fait disparaître le caractère de prédateur.
Et alors que ça paraît être une évolution. Mais par rapport à ça, c'est une régression. Mais par contre, il va se débrouiller autrement, c'est-à-dire en inventant entre guillemets, en découvrant le feu et le silex. Et là, il redevient un prédateur, il va pouvoir remanger de la viande qui n'est pas donc de la viande putréfiée, et celle-là, il va la faire cuire. Et faire cuire de la viande multiplie par 16 l'énergie ingérée de cette partie de viande par rapport, par exemple, à un carnivore, un félin ou autre. Et donc c'est ça qui va multiplier faire se multiplier les neurones en arrière, et le cerveau qui est détaché, qui devient détaché, le système nerveux central qui devient détaché de ce problème très complexe qu'est la digestion, en délocalisant un système nerveux dans la paroi, nous allons le voir, mais qui correspond quand même à 200 à 500 millions de neurones dans la paroi digestive. Vous savez ça, Jean-Marc, avec toutes ces coloscopies que tu fais, avec le montant à 60. Bon, je vais continuer. Donc c'est ça qui lui fait passer le cap, disons, et qui va faire, et c'est le système digestif qui va s'adapter de façon à ce que le système nerveux central regardez le cerveau, par exemple. Regardez le cerveau entre l'Australopithèque et l'Homo habilis, une petite augmentation, alors que le corps, lui, la taille, même régresse un peu. Puis l'Homo erectus, et le bon, il est là, par rapport au poids du sujet en question, pour les raisons que je viens de vous expliquer, et celui à qui on doit, c'est Homo ergaster, je vous l'ai dit, l'homme artisan, qui est un Homo erectus. Enfin, nous sommes à 1,9 à moins 1,9 et moins 1,3 million d'années. Et c'est grâce à lui, probablement, que, tu vois, qui ressemble d'ailleurs, pour être d'accord avec Jean-Marc Canard, à un chirurgien, avec peu de nez, un petit prognatisme, un front fuyant. Mais j'en connais d'autres spécialités qui ressemblent à ce sujet. Voilà notre grand voyage pour arriver à l'homme, l'Homo sapiens. Si on fait l'embryo, maintenant on est chez l'homme. Et l'embryologie explique, ça ce sont vous avez tous appris l'embryologie humaine, avec l'apparition, donc ici nous avons la corde dorsale, autocorde, puisque nous sommes des cordés, famille des cordés, et nous avons, voilà, ici, une structure qui est en train de former une gouttière, groove, en tuyau, tube, et vous avez la même chose en avant. C'est-à-dire que l'ectoderme va donner le tube neural, l'entoderme va donner le tube digestif. Et tout va se passer là, dans une petite structure du système nerveux central. Là, je vous reprends l'ectoderme s'invagine, en sachant qu'un certain nombre de cellules ici représentées en rouge, on appelle les crêtes neurales qui surplombent, eh bien, vont, après la fermeture du tube neural, et voilà notre système nerveux central constitué, eh bien, vont s'individualiser. C'est ce qu'on appelle les crêtes neurales. Et ce sont des cellules extraordinaires, parce que ce sont des cellules d'origine ectodermique qui vont se transformer en cellules mésenchymateuses pour ce très grand voyage qu'est le leur, c'est-à-dire la formation de beaucoup de structures dont on ne pensait pas une seconde que ça pouvait venir des crêtes neurales. Je veux dire les neuroblastes bipolaires, là, en numéro 1. Là, vous retrouvez toutes les cellules sensitives des ganglions spinaux. Ça, c'est les crêtes neurales. Vous avez les neuroblastes unipolaires. Ça, c'est les sympathiques, la chaîne sympathique latérovertébrale. On arrive à l'intestin. Les cellules de soutien, des cellules des ménages, d'ailleurs, mais aussi des mélanoblastes, puis les mélanocytes. C'est ça qui nous donne la couleur de la peau. Et c'est dans ce résumé, avec des crêtes neurales, dont, avec une migration postérieure qui va donner toute la peau, antérieure, le ganglion spinal de tous les nerfs rachidiens, la chaîne sympathique, on arrive à l'innervation de l'intestin, la médulo-surrénale, le ganglion préviscéral, le cœliaque, le mésentérique supérieur, et tout ça pour arriver, et ce sont elles aussi qui sont constitutives du système, donc le troisième système nerveux, qui est le système entérique.
Le tube digestif est pratiquement le seul organe qui a sa propre innervation. Tous les autres sont sous commande. Donc, ce qui veut dire qu'on a bien 3 systèmes nerveux qui cohabitent. Un, vous le connaissez, c'est le système nerveux central, le cerveau, le tronc cérébral, la moelle et tous ces systèmes nerveux périphériques. Vous avez le système nerveux autonome extrinsèque, celui que les chirurgiens connaissent, en particulier par le déboire qu'on a dans la chirurgie des pathologies fonctionnelles, avec ici, vous l'avez ici, tout le ganglion cœliaque, les antennes supérieures, et tous ces nerfs neurovégétatifs, et qui, je vous le rappelle, sont le mélange toujours d'un apport sympathique et d'un apport parasympathique, qui nous verrons en pathologie, puisque ça peut donner. Et le système nerveux empirique. Donc, nous l'avons tous appris en histologie, plexus de Messner et Auerbach, les uns étant moteurs, qui sont à l'intérieur du muscle du système digestif en question, et un qui est sous-muqueux. Et d'ailleurs, quand on voit, je vois, c'est très américain, ceux qui ne connaissent pas bien l'anatomie, le nerf, comme ils mettent le nerf vague, c'est pas le nerf vague qui arrive au niveau de l'intestin. C'est un nerf qui apporte à la fois une information sympathique et parasympathique. Et regardez ce que donne le système nerveux entérique. Les 200 à 500 millions de neurones qui sont dans la paroi digestive, là, dans un embryon de poulet, qui fait ce réseau, qui est cette structure réticulaire. Il existe des cellules gliales, des cellules de soutien, exactement comme dans le cerveau. C'est pour ça que les deux, et comme si l'évolution avait fait que soulager le cerveau et lui permettre son évolution vers des fonctions supérieures, que sont la mémoire, que sont l'intellect, eh bien, la nature est délocalisée ce système nerveux dans la paroi même, mais sans pour autant quand même la dissocier totalement. Parce que je vais dire que quelques mots, quelques paroles sur la pathologie, sur les pathologies. Les pathologies neurologiques, vous savez que pour l'instant, et là, je laisserai, je ne parlerai pas du microbiote, parce que je sais qu'il y a un grand spécialiste qui va en parler, mais il existe des maladies neurodéveloppementales de l'humeur, comme la dépression, les troubles anxieux, les troubles de conduite alimentaire, qui sont peut-être d'origine digestive, je dis peut-être, et qui, donc, pour expliquer qu'une maladie digestive puisse entraîner des troubles corticaux ou sous-corticaux, il faut bien qu'il y ait une communication entre l'un et l'autre. Pour des pathologies là, organiques aussi, comme la maladie de Parkinson, vous savez que la maladie de Parkinson, c'est une atteinte de la substantia nigra en sous-thalamique par le dépôt de l'alpha-synucléine. Et cette alpha-synucléine se dépose, il y aura une action délétère variable, selon qu'il s'agisse justement de locus niger, vous avez peut-être appelé ça sous le nom de locus niger, soit sur le noyau moteur dorsal du 10, ce qui va donner le parasympathique, nous y revenons, et dans la paroi digestive elle-même du système entérique. En effet, il y a une destruction des neurones au niveau du noyau dorsal du 10, mais pas au niveau de la paroi. Et voilà une image de représentation des dépôts d'alpha-synucléine, autant dans les corps cellulaires que dans les prolongements au niveau des plexus sous-muqueux et des plexus musculaires, dans une maladie de Parkinson, ce qui fait que, ce sont des études françaises d'ailleurs, ce qui fait que, paraît-il, mais là c'est aux gastroentérologues que je m'adresse, on pourrait faire le diagnostic d'une maladie de Parkinson avant tout signe moteur, 10 ans avant les premiers signes moteurs, par une simple coloscopie avec une biopsie, qui découvrirait déjà les dépôts d'alpha-synucléine. Dans l'inverse, il y a les pathologies digestives avec répercussions nerveuses, sur le système nerveux central, même le plus évolué, comme les maladies organiques, bien sûr, les MICI, la maladie cœliaque, mais aussi les maladies fonctionnelles comme l'intestin irritable, que certains d'ailleurs appellent la névrose intestinale. Et on peut bien comprendre qu'avec un système nerveux logé comme ça dans la paroi, eh bien, il puisse nous faire quelques misères. Tout ça pour terminer, je voudrais faire quelques considérations métaphoriques sur cette confrontation permanente qui existe entre le système nerveux central
et le système neurovégétatif, et tout particulièrement le système nerveux antéral. Vous avez reconnu, c'est une corrida. Et dans cette corrida, il y a deux personnages. Il y a le personnage qu'on pourrait comparer au cortex, le système nerveux central, c'est l'être le plus évolué du monde vivant, dans le cas présent. Je parle du point de vue évolution. Hein. Le fait de la corrida, on aime, on n'aime pas, moi je ne suis pas un adepte, mais j'ai trouvé là cette confrontation permanente entre un être doué d'intelligence, de volonté, de sensibilité, avec toutes les astuces que le développement du cortex a permis par rapport à d'autres animaux. Donc on dirait c'est lui le cerveau. Et puis vous avez le système neurovégétatif, c'est le taureau. Le taureau, évidemment, moins évolué dans les autres espèces, mais qui est souvent brave, qui est direct, sans trop réfléchir, sans se rendre compte, tout au moins au début, que le torero n'est pas derrière la muleta, mais à côté. Il va mettre une vingtaine de minutes pour le savoir. Et quand il va le savoir, c'est le système nerveux qu'il représente qui va prendre le pas sur le cortex. Parce que le cortex, il est souvent, c'est lui qui gagne, une oreille. Surtout quand il s'agit d'une très belle torera. Léa Vicens, qui est française, qui fait de la corrida à cheval. Alors quelquefois, elle est triomphante, avec deux oreilles. La queue, elle n'aura jamais, parce que le système nerveux autonome, bien que beaucoup plus primitif que l'homme, que le cortex veut assujettir en permanence, quelquefois se réveille. Et il peut faire n'importe quoi. Il peut planter ses deux cornes dans l'aréna de la reine, dans le sable de la reine, mais quelquefois, il ne rate pas son but. Et ça, je vais faire, c'est des photos qui sont moches. Je ne voudrais pas vous impressionner, les gastro-entérologues et chirurgiens, on a l'habitude. Je ne voudrais pas leur... Et pourtant, ça dépend de leur spécialité. Par exemple, un reflux gastro-œsophagien très toxique. Ou des hémorroïdes. Je vous rassure, j'ai choisi des photos que de toreros qui ont survécu à cette blessure. Ce n'est pas toujours le cas. Il y en a un qui vient de disparaître il y a quelques jours. Tout ça pour vous dire que quand le système neuro-végétatif n'est plus contrôlé, eh bien, on peut faire le guignol devant le système neuro-végétatif, le cortex. Non, moi, je contrôle tout, mais ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, on s'en repent. Et regardez la repentance de ce torero, qui a pourtant porté les stockades, probablement mal d'ailleurs, puisqu'il est toujours vivant, et ce taureau qui le regarde dans les yeux. Je vous rassure, on va sortir un peu du cours, le système neurovégétatif peut se moquer de nous. Il peut se moquer du cortex, voire le punir. Et là, lui, il peut avoir deux oreillettes. Par contre, je pense que la vie, la sérénité de la vie, elle appartient à l'harmonie des systèmes. Voilà, je vous remercie.